Jean-François Gaultier ne veut pas être connu, il ne fait rien pour l'être, et pourtant il l'est bel et bien, et dans des cercles très différents qui d'ailleurs, pour tout compliquer, ne se connaissent pas entre eux, tant le personnage est multiple. Il y a ceux qui en France et à l'étranger connaissent le philosophe, il y a ceux qui connaissent le thérapeute, dont les patients viennent quelquefois de très loin, d'Australie ou d'Amérique. Il y a ceux qui l'ont croisé dans tel ou tel cercle intellectuel comme le Grèce ou l'Institut Iliade, ceux qui l'ont lu dans tel ou tel journal ou bulletin chronique comme Valeurs Actuelles ou Minutes, et ceux qui connaissent le musicologue spécialiste reconnu de Palestrina et de Debussy. C'est en somme un véritable lavage de cerveau que nous soumet cet esprit immensément cultivé, immensément curieux, touche à tout un peu sauvage et singulier. Écoutons donc Jean-François Gaultier et suivons de près en pente raide cet homme océanique, vaguement diabolique, qui me fait penser à cet humaniste de la Renaissance auquel Marguerite Yourcenar, dans son roman L'œuvre noire, donnait le nom de Zénon, et auquel je ne peux m'empêcher de donner celui qui sert de titre à cette nouvelle série d'entretiens, de Monstres secrets. Adopté en première lecture mi-octobre à l'Assemblée nationale, le projet de loi bioéthique a franchi une nouvelle étape mardi au Sénat. Une majorité de sénateurs a donné son feu vert à l'ouverture de la PMA pour toutes, profitant des nombreuses divisions au sein du groupe majoritaire. Le Forum économique mondial de Davos est-il devenu inutile? Ce rassemblement des grands de ce monde a entamé mardi sa 50e édition, dans un contexte où le dialogue ne semble être la priorité pour personne. De plus en plus d'inquiétudes autour du virus chinois. Avec près de 10 morts, les autorités s'inquiètent de la propagation de ce dérivé du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, un virus dont les caractéristiques comme les véritables dangers sont encore méconnues. Madame, Monsieur, bonsoir. La loi de bioéthique franchit une nouvelle étape au Sénat mardi lors de l'ouverture des débats à la Chambre haute du Parlement. L'ouverture de la PMA pour toutes a obtenu le feu vert d'une majorité de sénateurs, un vote qui a une nouvelle fois montré les profondes divisions au sein des Républicains. Thibaut Bastide. Les partisans de la PMA pour toutes peuvent remercier une droite divisée. Mardi soir, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes a franchi une nouvelle étape au Sénat. Malgré l'opposition d'une partie de la droite, la Chambre haute du Parlement n'a pas adopté les amendements de suppression de cette mesure phare du projet de loi bioéthique. Ils ont été rejetés par 162 voix contre face à 126 pour et 37 abstentions. L'ensemble de l'article 1 qui porte la PMA n'était cependant pas encore adopté mardi dans la soirée, les sénateurs continuant à examiner les nombreux amendements. Cependant, un revirement de situation semble bien hypothétique tant la droite, qui bataillait corps et âme contre le mariage pour tous en 2013, est apparue profondément divisée sur ce sujet. Dans le détail, 83 sénateurs LR ont voté pour la suppression, soit 57% du groupe, 23 ont voté contre, 24 se sont abstenus et 14 n'ont pas pris part au vote. Le bloc des opposants a donc fondu comparé à la tribune anti-PMA publiée en 2018, signée par 108 sénateurs du groupe sur 144, soit les trois quarts. Pourtant, en amont, le président du groupe LR, Bruno Retailleau, avait exprimé son opposition à l'ouverture de la PMA pour toutes. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que si on estime vraiment, parmi nous, que les enfants désormais n'ont plus besoin de père, alors qu'on ne le prouve pas à 90%, mais à 100%. Ce que j'observe, c'est que dans ce texte, celui qui prend tous les risques, c'est l'enfant. Ce que j'observe, c'est que ce texte est aussi marqué, mes chers collègues, par la contradiction. Partout on invoque le principe de précaution, sauf pour l'enfant. On exige la parité, sauf pour la filiation. On célèbre le biologique, et là on exalte la technique. Et j'ai été comme d'autres d'entre vous, parce que j'étais président d'un département. J'ai eu la responsabilité d'un service d'aide sociale à l'enfance. Qui ne sait pas que les situations de monoparentalité augmentent les risques de fragilité pour le parent isolé, mais aussi pour l'enfant. Et là, on va faire l'inverse. On va, pour les femmes célibataires, seules, on va encourager ces solutions-là.
Au moins, posons-nous la question, je crois. Posons-nous la question. Une opposition clamée haut et fort qui n'a finalement eu que très peu d'effet sur ses collègues. Certains sénateurs ont en réalité viré de bord sur le sujet. D'autres ne voient tout simplement plus électoralement l'intérêt de s'y opposer. Et ce, malgré la présence de manifestants opposés à la PMA devant le Palais Bourbon quelques minutes avant le vote. Et la mobilisation de dimanche lors de laquelle les pro-familles étaient plus de 100 000. À l'inverse, la gauche, dans son immense majorité, s'est montrée favorable à la PMA. 66 des 71 sénateurs PS ont voté contre les amendements de suppression. Une gauche faible, mais unie, une droite divisée et un projet de loi bioéthique qui fait un pas de plus au Sénat, où la République en marche ne dispose que de 23 élus. Les sénateurs ont également rejeté un amendement visant à exclure les femmes seules de la PMA, ou un autre pour rétablir le remboursement par la sécurité sociale dans tous les cas. En commission, ils ont limité la portée du texte du gouvernement en prévoyant le remboursement au seul cas d'infertilité, excluant ainsi les couples de femmes. Les débats, qui portent sur de nombreux sujets comme la filiation, les tests génétiques ou les cellules souches, vont se poursuivre jusqu'au 4 février prochain, avant de repartir en deuxième lecture devant les députés qui auront le dernier mot. Le Forum économique mondial a entamé sa 50e édition. Cet événement rassemblant le gratin des chefs d'État et des grandes entreprises ainsi que des journalistes et des intellectuels pour dialoguer ensemble sont aujourd'hui incapables de répondre aux problèmes qu'ils posent eux-mêmes. Olivier Frère-Jacques. 3000 personnes issues de 120 pays et 53 chefs d'État, des chefs et des représentants des plus grandes entreprises. Le Forum économique mondial qui se déroule chaque année à Davos en Suisse a entamé sa 50e édition mardi. Une édition à laquelle ne participera pas le président français Emmanuel Macron, déjà absent l'an passé. Le président états-unien Donald Trump, lui, est bien présent en Suisse. Le thème de cette édition, partenaire pour un monde rassembleur et durable. Une formule un rien caricaturale qui se veut donc avant tout tournée vers la question écologique. Le fondateur de cette sauterie annuelle des grands de ce monde, Klaus Schwab, a donné dans le catastrophisme, déclarant avec un manque crasse d'originalité que le monde est en état d'urgence. Ce à quoi le président états-unien a répondu par une diatribe assez relativiste sur la question climatique, fustigeant les prophètes de malheur. Un clin d'œil non caché à Greta Thunberg, la jeune mineure suédoise invitée à Davos. Preuve supplémentaire de l'inutilité de cette icône. Si la jeune fille représentait un danger pour l'ordre établi, elle n'aurait pas été invitée. Mais sa présence permet de contourner les enjeux centraux qui devraient normalement animer une telle rencontre, à savoir les inégalités de développement, les problèmes démographiques ou encore la question écologique abordée sous un angle adulte sans tomber dans des palabres sentimentales stériles. Le contexte mondial est assez particulier et le mouvement de balancier qui régit les relations internationales depuis la première mondialisation semble aujourd'hui à nouveau s'inverser avec un retour dans certaines régions du monde à une intensification des réflexes de protection vis-à-vis de leurs intérêts. Un mouvement donc en opposition avec la tendance globalisatrice anarchiste qui dominait depuis la chute de l'URSS. De grands ensembles se font désormais face dans un climat de guerre économique exacerbé par les développements technologiques et de communication qui ont intensifié les échanges commerciaux et les flux financiers. Ce sommet que certains appellent le speed dating de l'élite mondialisée paraît bien inutile en tant que lieu de dialogue, mais paraît plutôt s'apparenter à un grand salon des puissants de ce monde qui échangent leurs cartes de visite respectives. Les États-Unis, toujours plus grande puissance mondiale, entendent naturellement préserver leur statut de meneur, ce que d'autres leur contestent. On pense évidemment à la Chine et son marché géant, mais aussi à des acteurs plus secondaires comme la Russie, économiquement à des années-lumière de l'Amérique du Nord, mais qui a su jouer finement au Proche-Orient. L'Europe, dans tout cela, peine à exister, tiraillée entre les velléités souverainistes des uns et l'incapacité à créer un projet commun des autres. Vous l'aurez compris, Davos 2020 ne changera pas le monde, pas plus qu'un quelconque sommet mondial. L'essentiel de cette petite sauterie mondialisée se passait probablement en coulisses, mais nous n'y étions pas. Faut-il avoir peur du nouveau virus chinois? Plus de 15 ans après le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère et ses 800 victimes, cette nouvelle infection laisse craindre une épidémie mondiale. La Chine affronte un nouveau virus. Une dizaine de personnes seraient déjà décédées de ce mystérieux cousin du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus. La souche proviendrait de la ville de Wuhan, au centre du pays, autour d'un marché aux poissons où les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer. Alors que les autorités chinoises viennent d'annoncer lors d'une réunion de crise le chiffre de 9 morts et 440 infections,
les questions sans réponse s'amoncellent. En effet, le laps de temps entre les premiers symptômes de la maladie, une toux ordinaire et un état fiévreux, et l'identification en tant que telle de la souche responsable laisse craindre une accélération de la propagation. Un premier malade identifié aux États-Unis sur la côte nord-ouest pacifique n'aurait eu de contact avec aucune des personnes identifiées comme malades de ce virus. Pour l'heure, aucune information n'est établie quant à la durée d'incubation du virus et à sa contagion. Mais des patients porteurs sans symptômes apparents pourraient contaminer d'autres personnes, puisque la contagion entre humains ne fait aujourd'hui plus aucun doute. Dans ce cadre, les annonces des autorités pourraient avoir un décalage de plusieurs jours avec la réalité des contaminations. C'est ce qu'expliquait en toile de fond la communication des autorités chinoises. Our point estimate, our best guess in terms of the mode, which is the most likely number, is somewhere in the region of 1,300 plus. And if you take the average, the arithmetic average, which is the mean, and because the distribution of the probability density function is skewed to the right with a right tail, therefore it's a slightly bigger number, and it's roughly just under 1,700. Un dossier particulièrement difficile à traiter pour la Chine. En effet, outre une densité de population importante, le pays s'apprête à fêter le Nouvel An lunaire, une période où les voyages et les transferts de population sont nombreux. Les autorités ont donc communiqué sur les mesures à prendre. Try to avoid crowded places. Make sure that you are considerate of others. If you have any symptoms, especially if you have got travel history to Wuhan, then please go and seek medical attention and be honest and open with your doctors. Les 11 millions d'habitants de Wuhan ont été invités à ne pas sortir et à l'inverse, il est déconseillé de s'y rendre depuis l'extérieur. Par ailleurs, aucun animal vivant n'est autorisé à entrer. Pour l'heure, selon Santé publique, des cas ont été détectés en Thaïlande, en Corée du Sud et au Japon, et chaque malade aurait eu un lien direct avec le foyer de transmission. En France, si les réseaux sociaux évoquaient possiblement l'arrivée d'une femme à Lyon avec des symptômes, rien n'est confirmé pour le moment. La Chine avait déjà connu une épidémie de SRAS en 2003 qui avait fait près d'1 millier de morts dans le monde, un chiffre qui vient donc nuancer les risques réels d'une épidémie mondiale. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. 4 mois après l'incendie de Lubrizol, l'amiante s'invite au Sénat. Mardi, lors des auditions devant la commission d'enquête de la Chambre haute, le président de l'association Toxicologie Chimie, André Picot, a assuré qu'il y a bien eu de la poussière d'amiante dans l'air au moment de la catastrophe. Le toxicochimiste a également fustigé la position du ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'accusant de ne pas être très au fait des conséquences de l'amiante sur la santé des personnes exposées. Des propos en contradiction avec la version des autorités qui expliquait qu'il n'y a pas eu de fibres d'amiante dans l'air. Vladimir Poutine a dévoilé son nouveau gouvernement. Après la démission de son Premier ministre Dmitri Medvedev, la semaine dernière, le président russe a annoncé mardi la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Alors que des changements constitutionnels sont à venir, le patron du Kremlin a néanmoins décidé de garder certains de ses ministres de confiance, dont Sergueï Lavrov et Sergueï Shoïgu aux Affaires étrangères et à la Défense. En revanche, les secteurs en difficulté comme la santé ou l'éducation ont changé de ministre de tutelle. Lors de cette annonce, aux côtés du nouveau Premier ministre Mishustin, le président russe a appelé au succès de chacun pour l'intérêt de son pays. Alors que le procès en destitution de Donald Trump prend une tournure carnavalesque, les démocrates américains n'en finissent plus de se diviser, avec notamment une ancienne candidate revancharde, Hillary Clinton. Cette dernière s'est attaquée au candidat socialiste Bernie Sanders en affirmant que personne ne l'aime, que personne ne veut travailler avec lui et qu'il n'a rien fait. Une déclaration pour le moins étonnante alors que Bernie Sanders est en tête dans les sondages et que la cote de popularité d'Hillary Clinton est au plus bas après sa campagne présidentielle de 2016, faite de gaffes et de malaise. Fort d'une vague de soutien parmi les démocrates, Bernie Sanders a préféré prendre de la hauteur, affirmant que Mme Clinton avait le droit de penser ce qu'elle veut. L'État islamique avance voilé. L'organisation terroriste aurait menti sur l'identité de son nouveau chef et successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi, mort en octobre dernier. Le nom d'Abou Ibrahim al-Qorachi avait circulé dans un premier temps, mais le nouveau chef serait en réalité Amir Abdelrahman al-Maoula al-Salbi, l'un des fondateurs et penseurs de Daesh.
Turkmen d'Irak, il a pour particularité d'être l'un des rares non-arabes de la direction de l'organisation. Diplômé de l'université irakienne de Mossoul, il aurait été particulièrement impliqué dans la persécution des Yézidis. Al-Salbi avait fait la connaissance d'al-Baghdadi en 2004 dans une prison états-unienne en Irak. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, le journaliste économique Pierre Jovanovic rentre de Beyrouth où il a réalisé un reportage sur la crise économique et bancaire qui frappe le Liban. C'est le premier véritable bank run parce qu'en 2001, en Argentine, les Argentins se sont retrouvés du jour au lendemain devant leur banque fermée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bank run possible. Hein, voilà. Ils étaient mis devant le fait accompli. Alors que là, il y a un bank run dans le sens où les banques sont ouvertes, mais les gens ne peuvent pas retirer leur argent. Et c'est là où c'est absolument unique, dans le sens où ça déclenche justement toutes ces violences. On en compte à peu près une centaine par jour en ce moment même au Liban. C'est tout à fait extraordinaire. Au point que l'association des banques, le syndicat des guichetiers, des employés de banque, ont demandé à fermer les banques pendant 15 jours de manière à stopper les violences. Ce soir également au programme, retrouvez Perle de culture. Anne Brassier reçoit l'historienne et romancière Laure Hillerin pour son ouvrage Pour le plaisir et pour le pire, puis le père Argouache pour évoquer le village de Riaumont dans le Pas-de-Calais. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques, c'est avec François Biolochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a 2000 ans, 3 rois venus d'Orient apportaient à un nouveau-né appelé Jésus de l'encens, de la myrrhe et de l'or. De l'or. À l'évidence, les rois savaient à qui ils s'adressaient pour faire à un nouveau-né un aussi beau cadeau. Assurément, le cadeau le plus magnifique et le plus précieux que l'on puisse faire, et c'était il y a 2000 ans. Depuis cette époque, l'or est toujours resté le plus royal des métaux. Actuellement, il brille à nouveau de tout son éclat. Le cours du métal jaune s'envole vers le ciel et va rejoindre l'étoile de nos 3 rois venus d'Orient. Actuellement, il est à son plus haut niveau depuis 2013, en prenant 25% en 6 mois. Comme nous le savons tous, l'or est un métal refuge par excellence en période de crise, surtout depuis que les obligations d'État, autres placements réputés sûrs, ne font plus recette. Il faut dire que la confiance ne règne guère dans les finances publiques et qu'un État, aussi puissant soit-il, n'est jamais à l'abri un jour d'un défaut de paiement. Le lingot, lui, a le mérite d'être là, solide, et dégage un éclat rassurant. Les investisseurs lui renouvellent donc actuellement toute leur confiance, ce qui traduit leur grande méfiance vis-à-vis des monnaies papier. Et nous ne pouvons que les comprendre. Les banques centrales, elles aussi, l'ont bien compris. Et elles participent, elles aussi, à la hausse des cours. La moitié des banques centrales dans le monde s'adonnent au petit jeu de l'achat de l'or. Pour des raisons économiques, mais aussi politiques. Il est assez logique que la Chine ou la Russie n'aient aucune envie d'entasser des dollars à ne plus savoir où les mettre. Mieux vaut des bons gros lingots bien dodus que l'on peut contempler et toucher avec concupiscence, plutôt que des billets de banque qui pourraient un jour ne servir qu'à allumer son feu de bois, comme ce fut le cas de la monnaie allemande après la Première Guerre mondiale. La palme revient aux Hongrois, qui ont récemment multiplié leur stock par 10 en une seule année. Bon, il faut dire qu'ils partaient d'assez bas.
Il faut vraiment s'appeler Nicolas Sarkozy pour ne pas avoir vu l'intérêt pour notre pays de conserver un stock d'or significatif et pour l'avoir bradé sur la place publique. Et combien qu'il a bradé de tonnes de lingots d'or, notre Nico? Eh bien, il en a bradé 600 tonnes. Chapeau, Nico! C'était il y a 16 ans. Mais aujourd'hui, la France serait bien contente de les avoir dans ses coffres, ces 600 tonnes d'or. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.